Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Nec Plus Ultra aujourd'hui met en valeur la créativité féminine et ses savoir-faire. Imaginaire délicat, intelligent et raffiné, c'est tout ce qu'on aime, sommaire. Les pièces précieuses imaginées par une princesse bien audacieuse. Dans une grande ville chinoise, une maison enchantée où tout s'arrête, le temps d'un thé. Des bijoux aux multiples vies antérieures à la beauté d'ailleurs. La première dame, une princesse, ira de Fürstenberg. Elle nous emmène dans les voyages qui lui ont inspiré ses créations de cristal, de porphyre, d'onyx et j'en passe, direction Milan. C'est Milan qui inaugure l'exposition des œuvres de la princesse Ira de Fürstenberg avant qu'elle ne parte à Paris au musée Jacques-Marandré. Le musée Bagatti-Valsecchi est une demeure historique du 19e siècle, située au cœur de la ville et qui présente des collections d'objets d'art décoratifs en préservant, comme le musée Jacques-Marandré, l'aménagement initial des lieux. Dans ce style néo-renaissance, les œuvres de la princesse trouvent leur cadre idéal. L'espace, scénarisé par Pierluigi Pizzi, prend des allures assez magiques. On a trouvé ensemble ce musée Bagatti-Valsecchi, qui est un musée un peu caché, un peu comme ça, qui a beaucoup de charme. C'est une maison-musée, donc un caractère tout à fait spécial. L'atmosphère est très jolie parce que c'est plein de quelque part un peu mystérieux, l'ambiance. Mystérieuse, voire mystique, car Ira de Fürstenberg associe le sacré et le profane dans le même objet. Par-delà cette dichotomie, elle se range du côté du beau. Parce que j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire un thème aussi, parce qu'on vit dans cette espèce de double vie aujourd'hui. Beaucoup de sacré, beaucoup de profane. Les gens sont dans le milieu de tout ça. Mais bon, franchement, j'ai fait ça parce que ça me plaisait, parce que je trouve qu'esthétiquement, c'était beau à voir. Je crois que les crucifixes, c'est une chose très jolie. Et voilà. Et puis, vous savez, moi, je suis plutôt esthétique. Ce n'est pas que j'ai des idées de la mort ou de ceci ou cela. C'est l'esthétique qui me plaît. J'ai toujours aimé les choses belles. Ira de Fürstenberg compte déjà plus de 2000 œuvres à son actif exposées en Europe, aux États-Unis et en Asie. Elle fait fusionner des éléments entre eux pour un rendu fabuleux. Ira Fürstenberg a plein d'idées. Elle voyage beaucoup, elle rencontre des objets qui la frappent pour la beauté des matériaux et pour la forme, tout ça. Et sur ça, elle commence un peu à rêver, à travailler, et donc elle les transforme et en fait des objets qui ont un caractère qui est le sien d'ailleurs. Elle apporte son goût, son style. Dénicheuse d'objets atypiques, elle leur donne une seconde vie. Si ça me plaît, j'achète et je le remonte. Et ben, ça dépend. Ça, j'avais aussi déjà fait les deux vases. Donc, et la tête, là aussi, c'est des choses que je trouve et que je remonte. Et puis, certaines choses, je les fais faire. Là. Il n'y a pas un système, c'est un peu comme ça. Comme moi, je suis un peu folle, un peu... C'est pas tout à fait... Il n'y a pas une idée. Je vois quelque chose qui me plaît, bon, je le fais. C'est comme ça que ça marche. Surtout de trouver la lumière. Donc, la plupart de ces objets sont pierres précieuses, mais dominent le cristal des roches. Donc, alors, il fallait exalter ce cristal des roches avec la lumière, justement. C'est une matière magnifique qui vit dans la lumière. Et donc, j'imaginais que des plans lumineux pouvaient faire sortir toute la qualité de cette pierre. L'esprit, c'est bon. Le cristal de roche, évidemment, c'est la chose que j'aime le plus, parce que je trouve que le cristal de roche, la transparence, l'élégance, c'est formidable. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça. C'est difficile, c'est très difficile, le cristal de roche à faire. Mais bon, il y a des artisans là-bas qui le font. Tout ça, c'est du Madagascar. Au Brésil, on trouve, et en Chine, on trouve aussi. Mais c'est pas aussi bien. Le Madagascar, c'est où ils travaillent le mieux. Elle conceptualise un bestiaire aux formes inspirées des rives du Nil et des bas-reliefs vénitiens. Il fallait faire dialoguer les objets entre eux. Et c'est ce que j'essayais de faire. J'ai d'ailleurs commencé à isoler des familles. Dans une des salles, il y a une espèce
glace ménagérière avec tous les animaux comme ça. Et puis les têtes de Bouddha qui eux aussi sont assez intéressants à confronter les uns les autres. La princesse rebelle est née d'un mariage entre le prince Tassilo zu Fürstenberg et Clara Agnelli, héritière de l'Empire Fiat. Elle parcourt le monde dès son enfance avant de s'installer à Rome où elle devient comédienne. Je dirais que je suis une artisane de luxe. Je pense que c'est un peu ça mon idée, c'est de faire des choses comme une artisane, mais de luxe, un peu spéciales, voilà, différentes. Dans un syncrétisme total entre différentes sacralités, elle pose une collection au symbolisme détourné. Bouddha reste imperturbable sous sa couronne colorée. Décidément, rien n'entache sa légendaire sérénité. Maintenant, je vous invite à me suivre à Shanghai pour une leçon de thé à la maison Song Fang. La maître de cérémonie est une Française, la deuxième dame. Elle ne badine pas avec la tradition. Rencontre. Song Fang est une maison de thé installée depuis 2007 au cœur de l'ancienne concession française de Shanghai. Créée par la parisienne Florence Sanson, cette maison est empreinte de l'esprit de cette femme complète, à la fois diplômée d'HEC et titulaire d'une ceinture noire de Taekwondo. Après avoir dirigé Veuve Clicquot, elle se lance dans un autre type de breuvage inventé il y a 5000 ans en Asie, le thé. Une certaine vision de la perfection concentrée dans cet amour pour cette boisson est incarnée dans une véritable cérémonie. Ça faisait partie d'une aventure. Déjà, ça remonte à une histoire ancienne, puisque je bois du thé depuis l'âge de 5 ans. Je n'ai jamais bu de café, j'ai toujours eu cette attirance pour ce produit différent. J'ai eu la chance de faire des études au Japon, à l'université. Et lors de ce voyage universitaire, je suis allée visiter les plantations de thé japonais. Je suis restée avec des fermiers qui avaient leur propre plantation à Shizuoka, par exemple. Et je suis rentrée de plus en plus dans cet univers. Et après mon premier voyage en Chine était en 1991, j'ai découvert que c'était le paradis du thé. Simplement, ça pouvait vite devenir l'enfer quand on ne connaissait pas les endroits où le boire. Et je me suis dit, étant une Française, m'étant installée ensuite ici, mon mari étant chinois, j'ai voulu retrouver un très bon produit chinois et en faire bénéficier les étrangers, leur montrer qu'il y a des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas toujours. Donc ça a commencé simplement par un amour, une passion pour cette boisson et vouloir la faire partager en m'étant installée ici. Et à la maison de thé Song Fang, partager ne veut pas dire vulgariser. Il y a ce côté très culturel, très convivial, accueillant, je trouve merveilleux avec cette boisson. Et en plus, c'est une boisson qui vous fait du bien. Alors qu'en France, le chrysanthème vient fleurir les tombes, en Chine, c'est un médicament qui fait une jolie peau. C'est un thé qui est recommandé dans la pharmacopée chinoise parce qu'il permet de rafraîchir le corps. Donc, quand il fait chaud, voilà, c'est comme le thé vert. Ça permet, en fait, il y a un côté aussi qui protège, qui renforce en fait, les cellules au niveau de la peau. Et ce nom, Song Fang, d'où vient-il ? Song Fang, qui est mon nom chinois. C'est un nom qui m'a été donné quand je suis arrivée ici en 1999, quand je travaillais pour Dior, qui veut dire Song, c'est la dynastie des Song, qui est une dynastie extraordinaire dans le développement de la porcelaine et aussi dans le développement du thé. Et Fang, qui veut dire l'arôme et la bonne réputation. Et c'est en fait un nom très paysan, ce qui est assez étonnant parce que c'est un nom qu'on donne rarement à un étranger. Et donc j'ai voulu garder ce nom très paysan parce que je voulais qu'à travers cette maison de thé, il y ait un hommage rendu aux paysans. Dans le développement actuel de la Chine, il y a une énergie débordante pour créer, pour avoir plus d'argent, pour plus de maisons, pour vraiment un développement économique important. Et j'ai voulu ici que ça soit un petit peu une halte, une pause, qu'on retrouve un petit peu ses racines, donc des racines chinoises, mais des racines aussi européennes, d'où en fait cette maison, qui est une maison européenne 1930. On est dans l'ancienne concession française. Et c'est ce que je voulais qu'en regardant à travers les fenêtres, on redécouvre cette vie qui n'avait pas vraiment changé depuis plus de 80 ans. Et la France et la Chine font finalement très bon ménage. C'était ça, je voulais un petit peu qu'il y ait ce mélange de deux cultures. Donc nous avons bien sûr en majorité des thés chinois. Chaque année, je vais voir les différents fermiers avec lesquels je travaille. Je travaille qu'avec des petites plantations. Je veux privilégier un contact humain. Ici, nous avons des thés français. J'ai vu. Voilà, alors des thés français, on n'a pas de plantation de thé. Mais je travaille avec un maître de thé français
qui fait lui-même ses mélanges. On l'appelle en fait un blender, depuis 5 générations il travaille. Et donc c'est quelqu'un d'extraordinaire qui connaît tout à fait les différentés, comment les mélanger, avec que des arômes naturels. Et aussi ce que les Chinois aiment beaucoup, nous faisons nous-mêmes nos propres gâteaux. Donc on a souvent cette odeur de gâteau qui sort du four, puisqu'on les prépare ici, et c'est un petit peu le goûter à la française, le côté famille tel qu'on l'aurait quand on va dans une famille française, on est reçu à l'heure du thé. Point trop de thé, point trop infusé, il s'agit de maîtriser toute une technicité à laquelle il faut être initié. Savoir bien préparer les thés, ça c'est un grand art. Déjà, savoir bien garder son thé. C'est-à-dire si vous achetez un bon thé et vous ne le mettez pas au frigo si c'est un thé vert, c'est dommage, vous allez en perdre une grande partie de sa saveur. Première chose. Deuxième chose, ça va être dans la préparation. La préparation, très important, va être la taille de la théière. Quand nous sommes en Chine, et généralement nous sommes sur des cueillettes, en tout cas ici, je ne suis que sur des cueillettes fines. Cueillettes fines, ça veut dire que nous allons avoir un bourgeon et au maximum 2 feuilles. Ce sont des cueillettes ici essentiellement manuelles. C'est énormément de travail, il faut imaginer. Et donc pour garder la beauté, la délicatesse, l'arôme de tous ces thés, il faut en faire comme un petit, on va dire, un extrait de thé. Ici, on va être sur un temps d'infusion de maximum 1 minute pour un thé vert. Mais sur des oolongs, on va être sur 30 secondes, 20 secondes. On est loin du sachet de thé qui nage paresseusement dans la tasse. La température est très importante. Sinon, vous risquez de brûler aussi les feuilles. Pour les thés verts, on reste plutôt à 70-80 degrés maximum. Sur un thé noir et des oolongs, on va plutôt être à 95 degrés. Toujours avant la grosse ébullition. Voilà. Nous avons un thermomètre manuel que nous mettons à chaque fois. Et en plus, après, c'est une question de connaissance. Vous entendez le bruit de la bouilloire. Vous entendez le bruit de la petite bulle et vous savez à peu près quelle est la température de l'eau. Une fois la bouilloire écoutée, il faut savoir autour de soi regarder. Ce sont des boîtes à biscuits. J'ai ici une collection de plus de 150 boîtes qui commence de 1920 à 1980. Et à travers cette période, on comprend, on voit visuellement l'évolution de l'histoire moderne de la Chine. Et l'idée a été de les mettre ici aussi pour montrer aux Chinois que c'était important de ne pas oublier sa propre culture, son propre graphisme. C'était un petit peu la Madeleine de Proust aussi. À la croisée des chemins des cultures chinoises et françaises, il y a un art de vivre érigé en véritable cérémonie, préparer, servir, goûter. C'est en faisant bien les petites choses que l'on arrive directement aux grandes. Comme c'est un petit peu une pause, je voulais que ça soit un endroit calme, respectueux du temps de chacun, mais un endroit convivial, où on vient, on apprécie quel que soit le thé, il faut se faire plaisir, c'est pas une question de prix. Et je veux aussi que ça soit un endroit, c'est pour ça que vous avez quelques livres où on lise de la poésie. Donc je vais faire découvrir, j'aime beaucoup Jacques Prévert, Baudelaire, et j'ai mis quelques livres de littérature, de poésie française traduits en chinois. Parce qu'un poème, ça se lit vite. Oui. On y pense longtemps, mais ça se lit vite. On en prend quelques brides, on en prend une strophe, et déjà, elle peut vous accompagner toute une vie. Certains sourires sont comme des parfums ou des poésies, ils éclairent nos mémoires d'une lumière bénie. La 4e dame nous entraîne dans un univers de poésie élégante ou fantasmagorique pavé de turquoise, d'opale, de jade ou de corail. Bienvenue dans le cabinet de curiosité de Lydia Courtel. Lydia Courtel est une créatrice de bijoux assez peu ordinaires. Ses collections portent les noms évocateurs de Jardin secret, Vanité, Afrique ou encore Bestiaire. À la fois géologue, antiquaire et créatrice, elle fait fusionner ses talents pour créer des pièces certes uniques, mais jamais classiques. Phosphosidérite, en réalité, c'est une pierre qui est constituée de phosphore et de fer. Et la couleur donc est donnée par ses sels, c'est naturel. C'est d'une dureté assez faible malgré tout, comparé au jade par exemple, alors que ça en a un peu l'apparence. Mais ce qui est très joli, c'est qu'elle est veinée de jaune. Et c'est vraiment des alliages naturels. Et c'est la nature étant, comme d'habitude, la première créatrice. Cette pierre a été découverte en Argentine essentiellement et au Chili. Je l'ai mariée, alors j'ai cherché à faire ressortir cette petite veine jaune en allant rechercher cette couleur en utilisant des tourmalines, citron.
C'est une collection un peu que je ressors tous les ans, basée sur les animaux, la nature, en cherchant à marier de nouvelles tonalités ensemble et de faire des nouveaux mariages en fait. Ça s'inscrit dans la collection de Jardin Secret que j'ai développée il y a 8 ans. Il faut que chaque collection s'imbrique l'une dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de la nouvelle collection qui va rentrer dans l'ancienne. Et au commencement, il y a la pierre. Une pierre m'évoque quelque chose et après je travaille autour. Les feuilles, les fleurs, je les ai trouvées toutes faites. J'aime bien constituer des collections de ce que je trouve au hasard, des salons, d'artisans qui gravent. Biochimiste de formation et passionnée de gémologie, Lydia Courtel a une approche du bijou aussi scientifique que baroque. De toute façon, dans ma vie, j'ai déjà besoin de rêver et d'être éblouie un petit peu par quelque chose. Je n'aime pas tout ce qui est raisonnable. Je n'aime pas l'idée que ce soit un investissement. Je veux que ce soit beau, gros et riche. Si, ça, c'est une façon de reconnaître mon travail, c'est que je fais souvent des bijoux dissymétriques. Vous voyez, là, vous avez vraiment le petit insecte et il y a une goutte d'un côté et pas de l'autre. J'aime bien les bijoux dissymétriques. Parfois, ça choque un peu les clients. Non, et pour leur plaire, je peux très bien rajouter une autre. Oui. Hein. Bon, personnellement, c'est pas très Lydia Courtel. C'est dans cette recherche autour des pierres et les mariages informels qui en résulte que Lydia Courtel excelle. Une liberté de ton et de création qui se moque des diktats de chaque saison. Et quand les idées abondent, cela fait travailler du monde. Il y a 4 ateliers qui travaillent pour moi et je pense qu'au total, par mois, il y a bien 50 personnes qui travaillent pour moi. Je produis 500 pièces par an, quand même. Original. Tout à fait. Toutes et les trois quarts sont des pièces uniques. C'est tout à fait des pièces uniques et en plus qui sont compliquées. C'est vraiment tout sauf basique. Elle fait ouvertement évoluer les codes de la joaillerie et du beau. Le bois se rehausse de joyaux, les formes se libèrent des motifs floraux. La collection africaine, c'est une collection qui existe depuis 2008, qui évolue tranquillement, mais sûrement. Au fur et à mesure des ventes, j'essaye de trouver de nouveaux modèles. Et c'est une source infinie, en fait, que tous ces arts premiers. Et je vais un peu me renseigner, regarder. J'adore le musée du Quai Branly, je trouve qu'il est absolument magique. Et j'apporte évidemment mon coup de patte, comme on dit. Et donc là, j'ai trouvé du corail gold, qui est jamais vu ça. merveilleux. Ça, c'est ça. Je pense que ça vient des Bahamas. Et c'est un corail vraiment très très rare. Archéologue du bijou, elle n'a aucun penchant pour la conservation. Son inclination va plutôt vers la création. Le masque, je ne le dessine pas moi-même. Je me contente de trouver un masque africain et de l'enrichir et de faire mon modèle autour. Oui. C'est-à-dire que je vais marier avec cette branche de corail, lui faire les sourcils en diamant, etc. Mais je pars toujours d'un masque existant. Je ne fabrique pas moi-même des masques nouveaux. Souvent, on dit entre art et joaillerie, et c'est vrai que moi, je ne sais pas toujours ce que je veux, alors j'essaye de faire les deux à la fois. Entre art et joaillerie, pourquoi choisir? L'important, c'est de garder en soi l'origine de toute création, c'est-à-dire le désir. La définition du luxe aujourd'hui, c'est notre princesse Ira de Fürstenberg qui va nous la donner. La liberté, dans la vie, je parle. De ne pas avoir d'attachement, de ne pas être contrainte avec des choses. Je crois que la grande liberté, c'est d'être libre et de choisir ce que vous aimez et faire les choses que vous aimez. Ça à mon avis, c'est le bonheur. Pour moi, mais enfin, je ne suis pas comme tout le monde. Hein. Je vous avais dit que c'était des faits. Merci de nous avoir suivis. Merci au Bouddha Bar Hôtel Paris de nous avoir accueillis. Avant de se quitter, on découvre ou redécouvre un code d'art de vivre. Quand et comment porter une montre pour une femme. Au revoir.
Pierre Ranero, directeur de l'image de quartier, va nous éclairer. Un principe qui peut paraître désuet aujourd'hui, c'est que les femmes ne doivent pas être tenues par le temps et que les femmes ont tout le temps et ont la liberté d'en disposer comme elles le veulent. Et surtout le soir où effectivement, normalement, elles ont toute liberté. Et donc pour une femme, regarder de manière évidente une montre est quelque part un sacrifice de cette liberté qui ne doit pas être tolérable. C'est un signe d'impolitesse, effectivement, parce que ça veut dire que vous vous agacez du temps que vous partagez avec les autres, ce n'est pas très gentil. Et donc, effectivement, la montre à secret leur permet de rester discrètes quant au fait qu'elles doivent regarder l'heure. Le fait de la cacher est un défi créatif et particulièrement joaillier, parce que souvent, on la cache justement par une pierre. Et une pierre alors, qui peut recouvrir un petit couvercle, comme effectivement une boîte à secret, ou alors on joue avec la transparence de la pierre. Que ne pourrait porter une femme à son poignet ?